Salut à tous, on est vendredi 24 février. Je pense que si vous avez été sur Facebook ces dernières heures, vous avez suivi un petit peu l'actualité pongiste, vous avez remarqué que ce qui se passe en ce moment, c'est la sortie officielle du nouveau point de règlement concernant l'arrêt de la double licence. Donc ça c'était en premier lieu, puis ensuite il y a eu les interventions hautes en couleur de mon coach Olivier Mahero. Ce qui a fait pas mal réagir. Donc je me suis dit que j'allais moi aussi y aller de ma petite vidéo sur le sujet, puisque je suis directement entre guillemets impacté, ou en tout cas les joueurs de mon profil sont directement impactés par cette décision. Donc je voulais donner un petit peu mon avis sur ce sujet épineux, pardon. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quand même de nombreux mois qu'on est au courant, qu'on sait que ça va être quelque chose qui allait se faire. Donc on n'est pas surpris. Maintenant, ça a été officialisé, donc on peut réagir réellement dessus. Donc pour être tout à fait honnête, je comprends l'idée que le fait de jouer dans deux championnats ou voire plus peut sembler contre-intuitive et n'est pas du tout, d'un point de vue, on va dire, déontologique, un petit peu dérangeante. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Et c'est vrai qu'on est sûrement l'un des seuls sports à faire cela. Après, je pense que cet argument-là ne tient pas aux réalités économiques et la réalité de la vie des joueurs professionnels actuels. Et quand je dis la réalité des joueurs professionnels, j'entends surtout par là des joueurs des seconds couteaux, c'est-à-dire ceux qui ne jouent pas dans les premières divisions françaises ou allemandes. Le fait est que depuis maintenant de nombreuses années, il y a eu la crise économique qui a frappé un petit peu tous les secteurs. Et le sport en a aussi malheureusement été affecté. Et les subventions auprès des clubs ont aussi été revues à la baisse au fur et à mesure des années. Et donc ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de salaire qu'on pouvait avoir il y a encore 7, 8 ou 9 ans. Voilà, maintenant les salaires sont beaucoup plus bas. Et pour un joueur qui était à l'époque peut-être numéro 20 français, je parle uniquement de français, pas numéro 20 au classement FFTT. Je pense qu'il y a vraiment une grosse différence qui s'est faite, une grosse différence par le bas. Après, c'est vrai que le monde économique pongiste est assez inégal, c'est assez hétérogène. Surtout en Pro B, on a des clubs qui payent encore correctement les joueurs et d'autres malheureusement qui n'ont pas le choix que de payer vraiment moins bien les joueurs et qui sont obligés d'appeler des joueurs étrangers qui donc jouent aussi dans différents championnats. Ce qui a pour conséquence d'obliger ces joueurs-là, comme je viens de le dire, à jouer dans différents clubs. C'est le cas notamment pour moi cette année, mais c'est la première année que je le fais. Et c'est le cas aussi pour des joueurs comme Jérémy Petiot, comme Mehdi Bouloussa, enfin comme beaucoup de joueurs. Donc déjà c'est un premier point. Après le second point sur lequel je souhaitais revenir, c'était sur l'appellation mercenaire. Alors c'est un mot que j'ai toujours entendu de toute ma vie. C'est un petit peu l'insulte suprême chez les dirigeants, chez les amateurs de tennis de table. Moi j'assume totalement d'être un mercenaire. Si par mercenaire, pour moi on est avant tout des professionnels. Et oui, c'est notre métier d'être joueur de tennis de table. Et on doit bien vivre et on ne vit pas bien du tennis de table. Alors qu'on appelle mercenaire un joueur de football qui préfère gagner 50 000 euros de plus, ou j'en sais rien, 20 000 euros de plus par mois, parce qu'il en gagnerait 120 000 au lieu de 100 000, on peut commencer à parler de mercenariat.
quand on a des différences qui sont en termes de pourcentage beaucoup plus importantes chez les pongistes, c'est pas c'est pas du mercenariat. Je pense que si une entreprise vous proposait un pourcentage meilleur de votre rémunération, je pense qu'il y a de fortes chances que vous accepteriez cette proposition-là. Il serait un petit peu bête de la refuser. Après, bien entendu, il n'y a pas que le financier qui rentre en jeu. Il y a la géographie, où se trouve votre club, l'ambiance. Tout ça peut jouer, bien entendu, dans la balance. Et je suis très bien placé pour cela, puisque pour moi, c'est vraiment important. Et si j'ai signé à Nice, c'est non pas pour les finances, croyez-moi, mais c'est avant tout pour l'état d'esprit et pour les relations humaines aussi et l'aventure sportive. Mais je comprends tout à fait que des joueurs qui ne vivent vraiment à 100% de tennis de table, eh bien, décident de changer de club très souvent afin de trouver les meilleurs contrats possibles et afin d'améliorer leur quotidien. Encore une fois, on parle de salaires qui sont vraiment bas, ou en tout cas qui sont complètement connectés à la vie, à des métiers normaux. Encore une fois, on parle de peut-être un SMIC, encore en dessous des SMIC ou légèrement plus d'un SMIC. Donc vraiment 200 ou 300 euros par mois de différence, c'est loin d'être négligeable pour la plupart d'entre nous. Donc si on doit être considéré comme des mercenaires, qu'il en soit ainsi, moi je l'assume totalement, moi j'appelle ça simplement professionnel. Après, je vais essayer de ne pas trop digresser pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Après, moi je vais donner mon avis sur la suppression de la double licence. Donc déjà je pense que c'est une bêtise dans le sens où elle est complètement déconnectée de la réalité économique du tennis de table. Et qu'en plus, je ne vois pas bien où était le mal et où était le côté négatif de cette pratique auprès de la fédération et auprès des autres clubs, et surtout qu'est-ce que ça a amené de positif. C'est surtout ça je pose la question, quel va être l'impact positif de cette décision. J'ai un petit peu de mal à le cerner. Peut-être que la fédération a ses raisons, mais ça m'échappe un petit peu. Et comme le disait justement Olivier Mahéro, ça va vraiment impacter de manière négative la vie de dizaines de joueurs et de joueuses. Et voilà, je vois pas pourquoi ils font ça en fait. Ensuite, si on essaie de regarder un petit peu plus loin que le bout de notre nez, moi, ma théorie sur le fait d'arrêter la double licence va être que il va vraiment devenir difficile de vivre du tennis de table, sauf si on devient vraiment un très 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 bon joueur et qu'on a la capacité de jouer en Pro A, ou de trouver un club qui vous offre un super contrat en Pro B, mais ça va être rare. Il n'y a pas de raison que les salaires remontent, à mon sens, puisque même si on empêche un nombre de joueurs d'accéder au championnat français, les finances des clubs ne seront pas plus importantes. Donc moi, l'année prochaine, même si je décide de rester et de jouer uniquement à Nice, et même si j'ai entre guillemets moins de concurrence par rapport à des joueurs étrangers qui auraient joué dans différents championnats, je ne pense pas que Nice sera en capacité de m'augmenter pour autant, puisque ils ont toujours les mêmes capacités budgétaires. Donc si on ne peut plus vraiment en vivre notre sport, et si la seule solution c'est d'être vraiment très fort, je pense que à terme, peut-être que le ping masculin risque de se confronter au même problème que le ping féminin français actuel. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'à l'heure actuelle, l'équipe de France, hormis quelques exceptions féminines, et la plupart des joueuses qui s'investissent au niveau féminin en France, sont de très jeunes joueuses, des juniors ou des tout jeunes seniors. Et en règle générale, arrivées environ à l'âge de 20, 22 ans, la plupart des joueuses vont comprendre qu'il est très difficile elles vont même le comprendre avant, mais elles vont vraiment être confrontées à un choix cornélien entre les études et le tennis de table. Il est très difficile de faire du très haut niveau en continuant les études. C'est un fait. Il y a des exceptions, bien entendu, mais c'est un fait.
Et donc, on arrive à des situations où en fait, la plupart des joueuses, il est très rare de voir des joueuses entre guillemets de haut niveau ou qui s'investissent vraiment pour intégrer l'équipe de France ou au niveau international qui ont plus de 25 ans. C'est vraiment très très rare parce que, à juste titre, toutes les joueuses décident de préférer leurs études puisque de toute façon les salaires sont complètement insuffisants pour vivre et qu'en plus la carrière d'une joueuse est relativement courte, et en plus s'il y a des histoires de grossesse, bref, ça c'est un autre sujet. Voilà. Et le problème de l'arrêt de la double licence, c'est que les joueurs maintenant, les jeunes garçons qui vont vouloir s'investir, et aussi les parents s'ils sont au courant que maintenant il va être très difficile de pouvoir vivre du tennis de table, sauf si on arrive à vraiment un très haut niveau, il va falloir qu'ils aient vraiment un plan de rechange. Et pour avoir un plan de rechange, il va falloir faire des études. Et si à partir de 18 ans, au lieu de faire que du tennis de table, la majorité des joueurs se mettent aussi à faire des études, je pense que ça va impacter négativement le niveau moyen du joueur français. Alors, peut-être que c'est un mal pour un bien, peut-être que c'est très bien de continuer les études pour préparer son futur. Là n'est pas la question. La question, je parle uniquement sur le point de vue sportif et sur la compétitivité de la France. Si la plupart des joueurs ne peuvent pas assurer un réel salaire dans leur futur, ils seraient vraiment inconscients de leur part de négliger leur étude. Et encore une fois, je le répète, je pense que si on veut faire égal avec les autres nations et si on veut vraiment s'investir à fond dans l'aventure de niveau, il est quasiment impossible de concilier les études et le sport de niveau. Et autre point qui rejoint celui-là, c'est que financièrement, si les joueurs ont moins de ressources financières, il va être difficile pour eux d'aller faire des Pro Tour. On a encore de moins en moins de sponsors qui décident de sponsoriser des joueurs. Beaucoup de joueurs de mon niveau ont du mal à trouver des sponsors déjà matériels et je ne parle même pas de sponsors financiers. Donc les joueurs qui souhaitent s'investir sur le circuit international, où vont-ils trouver l'argent s'ils ne peuvent même plus essayer de multiplier les sources de revenus? Si on leur interdit de multiplier leurs sources de revenus, comment vont-ils faire pour essayer de percer au haut niveau en faisant des Open? La seule solution pour améliorer son classement mondial, c'est de faire plusieurs Open par an. Ça sert à rien d'en faire un ou deux par an, ça ne rime à rien. C'est pas comme ça qu'on monte au classement mondial. Donc, s'ils n'ont pas les finances, ils vont complètement arrêter le haut niveau international et ils vont juste se concentrer sur leur championnat, et ce qui va rendre le challenge pour eux encore moins intéressant. Donc, je pense pas que les arguments de la fédération puissent surpasser les retombées négatives que les joueurs vont rencontrer. Alors bien sûr, je pense que la Fédé, pour être tout à fait honnête, n'en a rien à foutre en fin de compte. Ils voient que la Pro A, les joueurs, la plupart ne font pas double licence. La plupart des joueurs en Pro A gagnent correctement leur vie. Alors, correctement, voilà. Les meilleurs joueurs français gagnent plutôt bien leur vie avec leurs sponsors, etc. Mais là, on parle encore d'une minorité, et comme d'habitude, ils ne pensent qu'à l'élite et ne voient pas vraiment plus loin que le bout de leur nez. Voilà. Donc c'est mon avis. J'ai sûrement omis beaucoup de points, mais je vais m'arrêter là afin que la vidéo ne soit pas trop longue. On est déjà à 14 minutes. Donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à donner votre avis ou à réagir dans les commentaires de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut à tous, on est vendredi 24 février. Je pense que si vous avez été sur Facebook ces dernières heures, vous avez suivi un petit peu l'actualité pongiste, vous avez remarqué que ce qui se passe en ce moment, c'est la sortie officielle du nouveau point de règlement concernant l'arrêt de la double licence. Donc ça, c'était en premier lieu. Puis ensuite, il y a eu les interventions hautes en couleur de mon coach Olivier Mahero. Ce qui a fait pas mal réagir. Donc je me suis dit que j'allais moi aussi y aller de ma petite vidéo sur le sujet.
puisque je suis directement entre guillemets impacté, ou en tout cas les joueurs de mon profil sont directement impactés par cette décision. Donc je voulais donner un petit peu mon avis sur ce sujet épineux, pardon. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quand même de nombreux mois qu'on est au courant, qu'on sait que c'est quelque chose qui allait se faire, donc on n'est pas surpris. Maintenant, ça a été officialisé, donc on peut réagir réellement dessus. Donc, pour être tout à fait honnête, je comprends l'idée que le fait de jouer dans 2 championnats ou voire plus peut sembler contre-intuitive et n'est pas du tout, d'un point de vue, on va dire, déontologique, un petit peu dérangeante. Ça, je peux tout à fait le comprendre. Et c'est vrai qu'on est sûrement l'un des seuls sports à faire cela. Après, je pense que cet argument-là ne tient pas aux réalités économiques et à la réalité de la vie des joueurs professionnels actuels. Et quand je dis la réalité des joueurs professionnels, j'entends surtout par là des joueurs des seconds couteaux, c'est-à-dire ceux qui ne jouent pas dans les premières divisions françaises ou allemandes. Le fait est que depuis maintenant de nombreuses années, il y a eu la crise économique qui a frappé un petit peu tous les secteurs. Et le sport en a aussi malheureusement été affecté. Et les subventions auprès des clubs ont aussi été revues à la baisse au fur et à mesure des années. Et donc ce qui fait qu'on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de salaire qu'on pouvait avoir il y a encore 7, 8 ou 9 ans. Voilà, maintenant les salaires sont beaucoup plus bas. Et pour un joueur qui était à l'époque peut-être numéro 20 français, je parle uniquement de français, pas numéro 20 au classement FFTT. Je pense qu'il y a vraiment une grosse différence qui s'est faite, une grosse différence par le bas. Après, c'est vrai que le monde économique pongiste est assez inégal, c'est assez hétérogène. Surtout en Pro B, on a des clubs qui payent encore correctement les joueurs et d'autres malheureusement qui n'ont pas le choix que de payer vraiment moins bien les joueurs et qui sont obligés d'appeler des joueurs étrangers qui donc jouent aussi dans différents championnats. Ce qui a pour conséquence d'obliger ces joueurs-là, comme je viens de le dire, à jouer dans différents clubs. C'est le cas notamment pour moi cette année, mais c'est la première année que je le fais. Et c'est le cas aussi pour des joueurs comme Jérémy Petiot, comme Mehdi Bouloussa, enfin comme beaucoup de joueurs. Donc déjà c'est un premier point. Après le second point sur lequel je souhaitais revenir, c'était sur l'appellation mercenaire. Alors c'est un mot que j'ai toujours entendu de toute ma vie, c'est un petit peu l'insulte suprême chez les dirigeants et chez les amateurs de tennis de table. Moi j'assume totalement d'être un mercenaire. Si par mercenaire, pour moi on est avant tout des professionnels. Et oui, c'est notre métier d'être joueur de tennis de table. Et on doit bien vivre et on ne vit pas bien du tennis de table. Alors, qu'on appelle mercenaire un joueur de football qui préfère gagner 50 000 euros de plus, ou j'en sais rien, 20 000 euros de plus par mois, parce qu'il en gagnerait 120 000 au lieu de 100 000, on peut commencer à parler de mercenariat. Quand on a des différences qui sont en termes de pourcentage beaucoup plus importantes chez les pongistes, c'est pas du mercenariat. Je pense que si une entreprise vous proposait un pourcentage meilleur de votre rémunération, je pense qu'il y a de fortes chances que vous accepteriez cette proposition-là. Il serait un petit peu bête de la refuser. Après, bien entendu, il n'y a pas que le financier qui rentre en jeu. Il y a la géographie, où se trouve votre club, l'ambiance. Tout ça peut jouer, bien entendu, dans la balance. Et je suis très bien placé pour cela, puisque pour moi, c'est vraiment important. Et si j'ai signé à Nice, c'est non pas pour les finances, croyez-moi,
mais c'est avant tout pour l'état d'esprit et pour les relations humaines aussi et l'aventure sportive. Mais je comprends tout à fait que des joueurs qui ne vivent vraiment à 100% de tennis de table décident de changer de club très souvent afin de trouver les meilleurs contrats possibles et afin d'améliorer leur quotidien. Encore une fois, on parle de salaires qui sont vraiment bas, ou en tout cas qui sont complètement connectés à la vie, à des métiers normaux. Encore une fois, on parle de peut-être un SMIC, encore en dessous des SMIC ou légèrement plus d'un SMIC. Donc vraiment 200 ou 300 euros par mois de différence, c'est loin d'être négligeable pour la plupart d'entre nous. Donc si on doit être considéré comme des mercenaires, qu'il en soit ainsi, moi je l'assume totalement, moi j'appelle ça simplement professionnel. Après, je vais essayer de ne pas trop digresser pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Après, moi je vais donner mon avis sur la suppression de la double licence. Donc déjà je pense que c'est une bêtise dans le sens où elle est complètement déconnectée de la réalité économique du tennis de table. Et qu'en plus, je ne vois pas bien où était le mal et où était le côté négatif de cette pratique auprès de la fédération et auprès des autres clubs, et surtout qu'est-ce que ça a amené de positif. C'est surtout ça je pose la question, quel va être l'impact positif de cette décision. J'ai un petit peu de mal à le cerner. Peut-être que la fédération a ses raisons, mais ça m'échappe un petit peu. Et comme le disait justement Olivier Mahero, ça va vraiment impacter de manière négative la vie de dizaines de joueurs et de joueuses. Et voilà, je vois pas pourquoi ils font ça en fait. Ensuite, si on essaie de regarder un petit peu plus loin que le bout de notre nez, moi ma théorie sur le fait d'arrêter la double licence va être que il va vraiment devenir difficile de vivre du tennis de table, sauf si on devient vraiment un très 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 bon joueur et qu'on a la capacité de jouer en Pro A, ou de trouver un club qui vous offre un super contrat en Pro B, mais ça va être rare. Il n'y a pas de raison que les salaires remontent, à mon sens, puisque même si on empêche un nombre de joueurs d'accéder au championnat français, les finances des clubs ne seront pas plus importantes. Donc moi, l'année prochaine, même si je décide de rester et de jouer uniquement à Nice, et même si j'ai entre guillemets moins de concurrence par rapport à des joueurs étrangers qui auraient joué dans différents championnats, je ne pense pas que Nice sera en capacité de m'augmenter pour autant, puisque ils ont toujours les mêmes capacités budgétaires. Donc si on ne peut plus vraiment en vivre notre sport, et si la seule solution c'est d'être vraiment très fort, je pense que à terme, peut-être que le ping masculin risque de se confronter au même problème que le ping féminin français actuel. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'à l'heure actuelle, l'équipe de France, hormis quelques exceptions féminines, et la plupart des joueuses qui s'investissent au niveau féminin en France, sont de très jeunes joueuses, des juniors ou des tout jeunes seniors. Et en règle générale, arrivées environ à l'âge de 20, 22 ans, la plupart des joueuses vont comprendre qu'il est très difficile elles vont même le comprendre avant, mais elles vont vraiment être confrontées à un choix cornélien entre les études et le tennis de table. Il est très difficile de faire du très haut niveau en continuant les études. C'est un fait. Il y a des exceptions, bien entendu, mais c'est un fait. Et donc, on arrive à des situations où en fait, la plupart des joueuses, il est très rare de voir des joueuses entre guillemets de haut niveau ou qui s'investissent vraiment pour intégrer l'équipe de France ou au niveau international, qui ont plus de 25 ans. C'est vraiment très très rare, parce que à juste titre, toutes les joueuses décident de préférer leurs études, puisque de toute façon les salaires sont complètement insuffisants pour vivre, et qu'en plus la carrière d'une joueuse est relativement courte, et en plus s'il y a des histoires de grossesse, bref, ça c'est un autre sujet. Voilà. Et le problème de l'arrêt de la double licence, c'est que les joueurs maintenant, les jeunes garçons qui vont vouloir s'investir, et aussi les parents s'ils sont au courant qu'ils
maintenant il va être très difficile de pouvoir vivre du tennis de table, sauf si on arrive à vraiment un très haut niveau. Il va falloir qu'ils aient vraiment un plan de rechange. Et pour avoir un plan de rechange, il va falloir faire des études. Et si à partir de 18 ans, au lieu de faire que du tennis de table, la majorité des joueurs se mettent aussi à faire des études, je pense que ça va impacter négativement le niveau moyen du joueur français. Alors, peut-être que c'est un mal pour un bien, peut-être que c'est très bien de continuer les études pour préparer son futur. Là n'est pas la question. La question, je parle uniquement sur le point de vue sportif et sur la compétitivité de la France. Si la plupart des joueurs ne peuvent pas assurer un réel salaire dans leur futur, ils seraient vraiment inconscients de leur part de négliger leur étude. Et encore une fois, je le répète, je pense que si on veut faire égal avec les autres nations et si on veut vraiment s'investir à fond dans l'aventure de niveau, il est quasiment impossible de les études et le sport de niveau. Et autre point qui rejoint celui-là, c'est que financièrement, si les joueurs ont moins de ressources financières, il va être difficile pour eux d'aller faire des Pro Tours. On a encore de moins en moins de sponsors qui décident de sponsoriser des joueurs. Beaucoup de joueurs de mon niveau ont du mal à trouver des sponsors déjà matériels, et je ne parle même pas de sponsors financiers. Donc les joueurs qui souhaitent s'investir sur le circuit international, eh ben, où vont-ils trouver l'argent s'ils ne peuvent même plus essayer de multiplier les sources de revenus? Si on leur interdit de multiplier leurs sources de revenus, comment vont-ils faire pour essayer de percer au haut niveau en faisant des Open? La seule solution pour améliorer son classement mondial, c'est de faire plusieurs Open par an. Ça sert à rien d'en faire un ou deux par an, ça ne rime à rien. C'est pas comme ça qu'on monte au classement mondial. Donc, s'ils n'ont pas les finances, ils vont complètement arrêter le haut niveau international. Ils vont juste se concentrer sur leur championnat, et ce qui va rendre le challenge pour eux encore moins intéressant. Donc, je pense pas que les arguments de la fédération puissent surpasser les retombées négatives que les joueurs vont rencontrer. Alors bien sûr, je pense que la Fédé, pour être tout à fait honnête, n'en a rien à foutre en fin de compte. Ils voient que la Pro A, les joueurs, la plupart ne font pas double licence. La plupart des joueurs en Pro A gagnent correctement leur vie. Alors, correctement, voilà. Les meilleurs joueurs français gagnent plutôt bien leur vie avec leurs sponsors, etc. Mais là, on parle encore d'une minorité, et comme d'habitude, ils ne pensent qu'à l'élite et ne voient pas vraiment plus loin que le bout de leur nez. Voilà. Donc c'est mon avis. J'ai sûrement omis beaucoup de points, mais je vais m'arrêter là afin que la vidéo ne soit pas trop longue. On est déjà à 14 minutes. Donc je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à donner votre avis ou à réagir dans les commentaires de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!